Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est avec Charlotte. Salut, que j'ai rencontrée il y a 1 an maintenant dans un stage de tantra et puis on a gardé contact à chaque fois que je reviens en France. On se voit, donc ça c'est chouette. Et donc Charlotte, elle est enseignante en tantra justement, elle est aussi chanteuse et masseuse tantrique kashmirienne. Donc Charlotte, dis-nous en plus sur toi. Qui suis-je? Oui. Donc effectivement, moi j'ai tout un parcours un peu atypique, multidimensionnel. Mais ce qui reste aujourd'hui en tout cas, c'est donc j'ai sorti 2 albums il y a 4 ans plus ou moins, juste un petit peu avant la période sympa de. Je vais même pas nommer le truc. Avant. Voilà, avant. Voilà, c'est tout un beau projet que j'ai pu vraiment déployer et ça passait à la radio, tout ça en Belgique. J'ai fait des très grosses scènes et voilà, j'ai pu vraiment vivre ce truc-là à fond. Et pour ensuite découvrir tout l'univers du tantra et assez rapidement avoir envie de le diffuser, de proposer tout ça, d'apprendre et pouvoir l'enseigner. En parallèle, j'ai aussi eu dans ma vie, j'ai produit des plantes médicinales et aromatiques. Je suis aussi facilitatrice en intelligence collective, donc tout ce qui est décider ensemble, autrement, coopérer, ça me passionne. Et du coup, ça, c'est aussi un peu au service dans ce que je propose en tantra. Et ouais, voilà, tout ce qui est accompagnement de couple, à la découverte du tantra, les massages, le toucher conscient, la libération des émotions, ça me passionne. Et puis aujourd'hui, je peaufine encore un petit peu plus en allant sur tout ce qui est trauma, dissociation, théorie d'attachement, théorie polyvagale, système nerveux. Et je me forme pour être thérapeute en plus. Et donc c'est très complémentaire par rapport à ce que je propose. Super. Donc toi, tu travailles surtout en présentiel, donc en Belgique et à Paris, c'est ça? Ouais, c'est à Bruxelles, Mm. Namur, Paris, Strasbourg aussi, Ouais. et possiblement dans la Drôme. Ouais. Ah oui, c'est vrai, dans la Drôme. Bah, de toute Hmm. façon, on mettra toutes ces infos en dessous de la vidéo et du lien. Donc oui, c'est vrai que toi, tu es vraiment spécialisée dans faire se rencontrer les gens en présentiel et tu es aussi à un stage. C'est pas un stage, c'était Un un atelier. atelier Mhm. avec toi et une soirée de slow dating. On va en parler peut-être. On va en parler maintenant. Allez, allons-y. Ouais. C'est quoi, c'est slow C'est quoi le dating? slow dating? Je me suis rendu compte dans mes espaces qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en quête, en recherche de partenaires, mais des personnes qui sont sur ce même chemin de conscience, de déconstruction, de tous nos conditionnements, etc. Et je me suis dit, en fait, j'avais déjà entendu ce mot slow dating quelque part, et je me suis dit, j'ai envie avec mes outils que j'ai acquis, pouvoir proposer des espaces de rencontre authentiques et aussi profonds, pouvoir vraiment aller questionner, partager qui je suis, pas en surface ou dans les speed dating, il peut y avoir juste à 7 minutes et tu parles et c'est pas forcément guidé. Et finalement, j'ai mis beaucoup de plaisir et de joie à créer une façon de se rencontrer par le corps aussi, pas que par les mots, dans des silences, sentir au-delà de qui la personne est ou qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, au-delà de ça, comment ça vibre et comment ça peut se rencontrer. Et donc ça, j'ai développé ça aussi il y a 1 an et je continue d'en proposer, je dirais plutôt à Bruxelles, mais de temps en temps à Paris aussi. Ouais, c'est vrai que ça marche bien ça parce que c'est comme tu dis au contraire du speed dating, il y a beaucoup plus de conscience dedans et on va au-delà de tu fais quoi, je gagne combien. Ouais, ouais. Et je trouve ça chouette et je sais que ça plaît parce que ce soit dans mon entourage ou même pour moi ou même voilà. Les gens maintenant, il y a beaucoup cette notion de on a du mal à trouver un partenaire conscient. Mhm. Non pas qu'il y ait pas de partenaire conscient, que ce soit homme ou femme ou peu importe le genre d'ailleurs, mais il y a peu d'espace dans la vie au quotidien où on Mhm. peut rencontrer des gens de manière beaucoup plus profonde. Bon, ça veut pas dire que, je sais pas moi, Super U, on peut pas rencontrer quelqu'un de manière profonde, mais c'est vrai on sait pas forcément comment faire maintenant pour peut-être aborder Mhm. ou pour vraiment se présenter et aller vers quelqu'un de manière consciente et directe aussi. Ouais. Donc, comment est-ce que toi tu guides aussi ces speed dating non, pas Slow du tout. pour le coup. Ce slow dating là. Ouais, en tout cas, juste pour rebondir, c'est clair que même moi, dans des moments où je suis en recherche, je vois bien que les applications, ça me convient pas du tout, et j'ai du mal à trouver des personnes avec qui ça résonne, même si tout est calculé pour que justement, si que t'aimes la méditation, tu vas rencontrer quelqu'un qui fait du yoga, et voilà, il y a quand même quelque chose qui, pour moi, ça fonctionne pas. Et les probabilités de rencontrer quelqu'un dans un slow dating qui va correspondre sur le papier,
elles sont moins grandes parce que il y a moins de monde. Ouais. Et en même temps, ça laisse beaucoup plus de chance à l'humain, le côté sensible. Et finalement, ça dépasse ce truc de, en fait, on n'est pas des robots, quoi. Il y a vraiment cette sensibilité énergétique et au-delà de qu'est-ce que fait la personne dans sa vie, bah, c'est, ouais. Finalement, qu'est-ce qui nous relie? Et donc, comment je fais ça? Déjà, par exemple, il y a un double cercle où les gens, hommes et femmes, et les gens vont être face à face, et je vais poser des questions du style, qu'est-ce que tu as appris de ta dernière relation? Et les gens ont 2 minutes pour répondre à cette question-là, et l'autre écoute. Voilà, ce type de questions que tu te poses pas, ou tu t'oses pas poser, et ça permet directement de rentrer dans une forme de vulnérabilité aussi, sans non plus que ce soit, le but c'est que quand même on se sente en confiance, qu'il y ait de la confiance en soi, et que ce soit pas trop, je montre toutes mes parts d'ombre et tout ce que je sais que je dois encore travailler. Mais au moins, il y a quelque chose de plus vrai. Il y a pas, en tentant d'essayer de pas mettre un masque ou de correspondre à ce que l'autre attend ou ce que je voudrais être. Donc, ouais. Et puis, par exemple, autre chose, ça peut être de faire du mouvement ensemble. Il y en a un qui guide l'autre, se laisser guider. Et on voit aussi à quel point la personne est capable de lâcher prise ou pas, de se laisser guider en mouvement. Il peut aussi y avoir un moment où tu viens poser tes mains sur les mains de quelqu'un. Et cette personne-là a les yeux fermés, donc elle sait pas qui c'est. Et en fait, ça permet de sentir au-delà du visage qu'est-ce qui se passe. Voilà, il y a plein de choses, je m'amuse, quoi. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses. Et je sais qu'il peut y avoir beaucoup d'attentes aussi pour quelqu'un qui va à un slow dating en mode, OK, je vais rencontrer quelqu'un. Et je trouve que ce qui est intéressant dans ces lieux-là, c'est vraiment comme un stage de tantra, et on va peut-être parler plus de tantra après parce que c'est vraiment ton domaine. C'est un stage de tantra court parce que ça t'entraîne, je trouve, à relationner en dehors, de voir aussi qu'est-ce qui va bien, enfin, dans quoi t'es à l'aise, dans quoi tu l'es pas. C'est presque un terrain d'entraînement presque à la rencontre finalement, et pas forcément c'est là que tu vas rencontrer. C'est ça que j'aime bien. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai à cœur que les outils que je propose, ce soient des choses que les gens qui repartent avec et qui se disent, OK, en fait, ça, je peux l'amener, ce genre de questions que je vais amener, ils peuvent l'amener dans leur prochain date et apporter cette authenticité-là. Et donc oui, j'ai conscience, je sais que c'est pas forcément... Enfin, je sais qu'il y a des couples. Là, il y a des couples qui sont ensemble depuis des mois grâce à mes slow dating. Mais je dis dès le début, en fait, ça va juste être une rencontre avec vous-même, ce truc-là, ou envers l'humain, et une rencontre amicale. Et j'essaie de vraiment descendre les attentes et que ce soit déjà un moment de qualité pour soi et de rencontre et d'apprentissage des outils. Ça s'inspire du tantra, pour moi, de faire du néo-tantra, de ce que je propose. Et en même temps, je dis bien aux gens, ce n'est pas un atelier tantra parce que ça peut faire peur. Et donc, je scinde bien les deux. Mais bien sûr qu'en fait, ce que j'amène, ça a cette couleur-là d'authenticité, de réconcilier le lien à l'autre, pouvoir poser ses limites, écouter son corps, parce qu'il y a beaucoup de moments d'introspection aussi pendant les slow dating. Donc, tu as parlé de tantra, et c'est aussi donc le domaine dans lequel je suis. En tout cas, je m'inspire du tantra. Je me considère pas comme une tantrika. Je sais pas toi comment tu te positionnes par rapport à ça. Ouais, peu importe. En fait, ça, c'est un mot, et puis les gens y mettent après ce qu'ils veulent. Je me dis pas forcément que je suis une tantrika. Ouais, c'est ça, parce que ça peut être un peu très controversé. Donc, on va peut-être aussi parler de ça, parce que le tantra, c'est un mot aussi qui est à la mode, mais qui revient, et je trouve ça chouette, vraiment, qu'on s'inspire d'anciennes pratiques. Donc, on a le tantra classique, on va dire, et le néo-tantra aujourd'hui. Et donc, toi, comment est-ce que tu définirais le tantra pour quelqu'un, par exemple, qui connaît pas, et qui aimerait en savoir plus? C'est toujours une question très très complexe. Pour moi, le tantra, donc s'il faut le définir un petit peu plus dans le temps déjà, ça existe depuis 7000 ans. C'est un enseignement très très ancien et qui d'abord est passé par donc la région du Cachemire en Inde avec quelque chose de très, on appelle ça le tantra traditionnel, où c'est presque que de soi. Il n'y a pas ce côté le lien à l'autre, etc. C'est vraiment un travail un chemin personnel, spirituel. Un chemin d'éveil de la conscience, de la dissolution de l'ego. C'est quelque chose d'assez vaste et difficile parfois à comprendre pour nous occidentaux là aujourd'hui. Et c'est beaucoup de méditations, des respirations, il y a le travail du souffle. Et il y a encore des enseignants aujourd'hui qui l'enseignent, même ici en France. Ensuite, il y a en fait Osho dans les années, je sais pas exactement. En tout cas, lui, il est décédé, donc ça fait déjà plusieurs dizaines d'années. Qui a proposé une autre façon d'approcher le tantra qu'on appelle le néo-tantra. Donc cet homme-là, il était assez critiqué parce qu'il est pas tout blanc non plus. Personne n'est parfait et c'est clair qu'il y a à apprendre. Enfin, il y a
à boire et à manger. Et moi, en tout cas, ce que j'en retiens, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui, aujourd'hui, me parlent encore dans les méditations qu'il a créées, qui sont vachement plus... C'est comme s'il avait mis le tantra sur la place du village, enfin, la place publique, en disant, OK, je transforme un peu des trucs pour que ça soit plus accessible pour les Occidentaux. Et ça, pour moi, c'est précieux parce que méditer assise sur un zafou, sur un coussin pendant des heures, je suis pas capable. Et donc, lui, il a apporté cette méditation en mouvement, en interaction avec d'autres. Donc, je trouve ça vraiment précieux. Et puis petit à petit, depuis, ça s'est encore transformé. Le néo-tantra, maintenant, il a différentes couleurs. Il y a voilà le rouge, rose, blanc. Je vais pas rentrer en détail dans toutes ces couleurs-là. Mais pour donner une couleur, enfin moi par exemple, ce que je fais, c'est du néo-tantra authentique, je dirais 2.0 comme on a pu l'évoquer. Il y a c'est un peu une lignée de notre génération, je dirais, qui se veut pas trop hétéronormée. Il y a pas forcément de trucs de rencontre toujours systématiques entre l'homme et la femme. C'est vraiment plus des moments de rencontre, de réconciliation entre humains, pouvoir aller au cœur de l'essentiel de qui on a envie d'être avec soi-même et avec les autres. Et il y a tout un tas d'outils comme la libération émotionnelle, des temps de rituels, du toucher, revenir à un toucher sans objectif, sans objectiviser le corps non plus, et au-delà du toucher qu'on peut avoir dans l'intimité qui est uniquement avec un but comme ça de sexualité ou de génitalité. Là, c'est sortir de ça et pouvoir mettre de la présence avec avec ce toucher-là, et c'est hyper pour moi réconciliant. Et donc ça peut passer par les massages, ça peut passer par des moments où on a un groupe là qui peut déposer ses mains, ou même parfois le toucher n'est pas obligatoire, c'est jamais obligé non plus, mais en tout cas on va tenter d'apporter de la douceur et de la sécurité. La sécurité. Je pourrais en parler des heures, mais mais oui, mais moi je suis là. Oui, c'est vrai. Ouais, puis peut-être un truc en plus, c'est qu'il y a aussi des temps de parole pour pouvoir aussi mettre des mots sur tout ce qu'on vit, ce qu'on traverse, ce qu'on sent à l'intérieur, et faire une réassociation entre le mental, le cœur, le sexe. Et c'est ça en fait qui est précieux pour moi, c'est que dans le tantra on va pas dire ah non le sexe, on met ça à part. Souvent dans les voies un peu d'éveil ou tout ce qui est religieux, etc. Et d'ailleurs c'est pas religieux du tout le tantra, c'est non dogmatique. On peut mettre ça de côté. Ici on va dire ok, en fait t'es un être humain qui a aussi cette puissance là, cette énergie là qui donne la vie, donc c'est l'énergie vitale. On va pas la mettre de côté, on va essayer de la maîtriser, la canaliser et chevaucher le tigre sans être chevauché par le tigre lui-même. Voilà. C'est ça. Il y a un bouquin qui s'appelle comme ça d'ailleurs, si vous voulez chercher. Je trouve ça super intéressant, merci pour les explications. Et en effet, il y a vraiment cette peur quand on dit tantra égale sexe. Si on réfléchit 30 secondes, c'est ok, tantra, sexe. Donc, c'est pas faux dans le sens où aujourd'hui, ce qui est beaucoup transmis, et c'est aussi pour ça qu'on a peur du tantra, il y a beaucoup de controverses. C'est parce qu'il y a vraiment tout et n'importe quoi aussi, et c'est transmis plus ou moins de manière intègre et alignée. Il y a des très bons professeurs de tantra qui parlent que de tantra et de sexe, parce qu'en fait, il n'y a pas de raison de ne pas parler de sexe aussi. Il y a vraiment, comme tu l'as dit, cette approche de tantra, non, on va respecter le tantra et on va pas suivre la peur des gens, etc. Donc on va pas parler de sexe, mais en fait ça continue de mettre le sexe sous le tapis, et c'est pas forcément bien non plus. Et il y a l'autre aspect, même qui peut aller dans les trucs un peu sectaires, du tantra, de la sexualité, des gourous qui font un peu n'importe quoi. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment un terme qui peut faire peur, et en même temps qui est... je vois pas comment on peut vivre aujourd'hui sans avoir l'approche tantrique presque aussi. Donc si on veut pas l'appeler tantrique, on peut l'appeler... peut-être le fait d'avoir conscience de soi, de ses actes, de ses émotions, de comment on relationne. Parce que le tantra, c'est ça, en fait. C'est vraiment de mettre de la conscience sur tout ce qu'on fait. Il y a la notion beaucoup, quand même, de sexe dans la vie au quotidien, mais pas forcément le sexe pour le sexe, mais peut-être la notion de faire l'amour avec la vie. De sensualité, je dirais. De sensualité par les sens, et pas forcément par le sexe. Exactement. Et dans la sensualité, il y a cette notion de pas d'attente. Et on peut vivre un moment sensuel en mangeant une fraise et juste savourer ce moment-là, et que ce soit la même chose avec quelqu'un, de pouvoir partager cette sensualité sans se dire qu'il y aura un après. Et ça, c'est pour toute la vie, quoi. Pouvoir avoir cette sensualité d'être au quotidien, c'est ça le chemin aussi. Et pour revenir au côté sexualité, etc.,
je pense qu'il y a un besoin aujourd'hui pour les gens de retrouver une sexualité saine, que le seul modèle qui existe, c'est la pornographie, et que donc, ben oui, le tantra, on se dit, ok, go, ben je vais aller par là. D'ailleurs, moi, c'est mon premier élan. C'était, ok, je veux apprendre à faire l'amour, parce que où est-ce que j'ai appris à apprendre à faire l'amour? Nulle part. C'est ça aussi, en vrai. Et où est-ce que j'ai appris à poser mes limites, etc. Le consentement, ben, je l'ai appris grâce au tantra. Et donc, ça vient apporter ça. Et en même temps, ça fait que, par exemple, moi, je trouve tout le temps des fausses publicités, entre guillemets, de personnes qui proposent des massages tantriques. Et en fait, c'est du massage érotique. Parce que le mot tantrique fait un peu rêver pour certaines personnes. Ça fait un peu intriguant, mystérieux. Et c'est ça qui crée l'amalgame aussi. Et moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent en disant, je veux un massage, mais est-ce que c'est bien un massage tantrique et pas plus parce que j'ai déjà eu plein d'erreurs, quoi. Et donc, il y a ça comme réalité. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est que aujourd'hui il y a un panel qui s'ouvre aussi par exemple, il y a le slow sex qui s'inspire du tantra mais qui s'éloigne et qui dit ok, c'est pas la même chose. Il y a le milieu sex positif qui propose la sexualité presque féministe, libérée et avec toutes les questions du consentement. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se déploient, mais c'est sûr qu'il y a encore besoin de clarté sur qu'est-ce que je propose comme tantra. Et il y en a qui en fait font du tantra mais qui axent vraiment fort sur la sexualité sacrée, la sexualité consciente. Moi, c'est pas forcément ma couleur. Ce serait plus la mienne, du coup. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, je trouve ça important que les gens comprennent qu'il y a plusieurs couleurs et que c'est pas que ça, le tantra. Même, c'est un besoin sociétal, de toute façon, pour moi. Et donc, pour les personnes, justement, qui sont intriguées par ça, par aller vers le tantra, mais qui ont peur parce qu'elles connaissent pas et qu'elles ont peur aussi de tomber entre de mauvaises mains, comment est-ce qu'on peut peut-être repérer où est-ce que c'est bon et safe d'aller pour nous et où est-ce qu'en fait ça a pas l'air très sécure et très intègre cette histoire. Ouais, ouais, c'est sûr que effectivement il y a beaucoup d'adresses et selon moi il y a peu d'endroits vraiment sécures. D'ailleurs, je vais faire sur mon site, je prévois de faire un truc de mes recommandations, des choses que j'ai été expérimentées et que je recommande. Je vais pas faire la liste rouge, ça pas, voilà, c'est pas dans mon énergie, mais enfin ou noir, mais voilà, je vais partager ça. En tout cas, ce que je peux déjà dire aujourd'hui, c'est que s'il y a pas quelque part sur le site ou sur les infos de la personne qui anime son cadre éthique, c'est quoi le cadre en fait, les limites de ce qu'il ou elle propose. Bon, déjà pour moi c'est un red flag. Ensuite, bien Qu'est-ce que tu appelles cadre éthique, juste pour je comprends, mais vraiment c'est ça. Bah, je vais prendre moi comme exemple parce que je me connais mieux, mais je propose des espaces où c'est différencié entre eau douce et eau profonde. En eau douce, je dis bien, et c'est sur mon site, que il n'y a pas de nudité, il n'y a pas de toucher des parties intimes. Et par contre, il y a tous les ateliers et stages eau profonde où là, il peut y avoir de la nudité, mais c'est pas obligatoire. Et comme dans un massage tantrique, il peut y avoir du toucher des parties intimes. Donc de la clarté sur ce qui va se passer en fait. C'est ça, de la clarté sur le cadre proposé. Et après, dans chacun de mes événements, je remets un cadre encore plus précis de ce que je propose. Donc ça, c'est une chose, le cadre éthique. Et puis, le plus important pour moi, c'est le bouche à oreille. Que quelqu'un te dise, ok, moi j'ai fait ça et j'ai vraiment, je valide quoi. C'est ça qui est le plus précieux. Et parfois il y a des reviews, c'est comme ça qu'on dit, des avis, des témoignages en fait, des témoignages. Clients, tout ça, ouais, donc ça c'est important de témoigner, enfin de lire les témoignages. C'est important de pouvoir lire les témoignages. En plus, ouais, c'est ça en fait le bouche à oreille, vraiment entendre, tiens, poser des questions, et alors avoir un appel avec la personne si on a un doute. Moi, je passe pas mal de temps là à avoir des échanges. Il y en a qui systématiquement vont demander, enfin les personnes qui animent vont demander un échange pour faire une rencontre. Moi, c'est pas toujours le cas pour moi. Il y a un questionnaire à remplir, donc ça c'est ma manière de filtrer entre guillemets, de vérifier que la personne elle est au bon endroit. Voilà, déjà juste ça permet de sentir. Ouais, c'est ça. On fonctionne un peu pareil. C'est vrai que dans l'école, à part dans des petits programmes, dans mes gros programmes, il n'y a jamais d'inscription comme ça. Ça passe toujours par une femme qui travaille avec moi, une coach, plus un questionnaire pour celles qui veulent faire de la formation de Love and Sex Coach qui dure 2 ans. Et donc il y a 2 heures minimum ou 3 heures presque de pré-qualification. Et pour que les gens aussi ils savent où ils tombent, parce qu'il y a plein de nanas qui voient école d'intimité sacrée, et puis après elles voient ce qu'il y a dedans, elles se disent ah bah en fait non, c'est pas du tout pour moi, alors qu'en fait elles ont vu un petit programme là-bas, elles se sont dit c'est chouette, mais en fait le fait de creuser un peu, ah bah non en fait c'est pas pour moi, donc c'est intéressant de faire tout ça avant.
Et je trouve ça important aussi voilà, pour le coup, moi, je viens de sortir une petite vidéo de 10 minutes qui parle du tantra et de mon approche. Et autant que possible, s'il y a accès à ce genre d'infos, ça permet de sentir la vibration de la personne aussi. Mais tout le monde ne fait pas ça. Et personnellement, je trouve que s'il y a pas beaucoup d'infos, ça m'inquiète un peu. Moi, j'ai besoin de voir une photo de la personne, s'il y a pas de photo sur le site, s'il y a pas le nom. Voilà, ce genre de choses. C'est ça. Et puis aussi, ça peut arriver qu'on tombe dans des lieux, dans des retraites, dans des espaces où en fait la personne qui guide paraît très safe et elle l'est parce qu'il y a souvent en fait des très bonnes personnes, c'est ça que j'ai vu en fait, il y a que ce soit homme ou femme, des très très bonnes personnes en tant que soi qui transmettent très très bien, mais qui ont un niveau d'intégrité ou une intention derrière qui est pas pure, je dirais, clean. Et encore une fois, tout le monde n'est pas parfait, hein. Même moi, des fois, je me dis, attends, est-ce que là, comment tu fais le truc? Est-ce que c'est pour mon ego? Est-ce que c'est... Toujours, je me demande. Mais je mets conscience sur ça. Et il y a certaines personnes j'ai vu des manques d'empathie, des manques de conscience de ce qu'ils font et en fait, de ce qu'ils font faire vivre aux gens, émotionnellement, tout ça. Et ça, c'est quasiment impossible, en fait, de savoir à l'avance. Oui, en fait, ça me fait penser à un autre point hyper important pour moi, c'est que la personne soit trauma informée. Oui. Donc là, aujourd'hui, ça devient essentiel pour moi, bien que j'ai évolué depuis 3 ans dans des espaces où je me sentais en sécurité et que la personne n'était pas forcément trauma informée. Mais pour moi, ça devient maintenant juste essentiel. Et on est quelques-uns là, petit à petit, à se former. Et il y a la somatic experiencing aussi, qui est en parallèle de l'IR, l'intelligence relationnelle que moi je fais. Et d'ailleurs, on va proposer des stages là en collaboration probablement cette année 2025 de tantra et d'IR. Donc ça, c'est hyper important pour moi, parce qu'en fait, dans ces espaces de tantra, il y a beaucoup de choses qu'on vient réveiller. Et donc, au moins que la personne ait une formation de peut-être psychologue au plus petit, voilà. Ouais, c'est vrai que par exemple, dans la formation que j'ai faite, une des formations que j'ai faites, et dans tous les livres que je lis, je crois que j'ai une bibliothèque de trauma. Donc même des fois, moi, je veux lire ça pour me former encore plus, mais je me dis, purée, c'est tellement lourd. Mais en fait, j'ai pas le choix, presque, dans mon métier. Mais c'est vrai que il y a pas mal de contenu. En fait, c'est très facile d'être trauma informé aujourd'hui. Il y a plein de formations. Il y a Peter Levine qui est super, qui fait une super formation aussi tous les ans. Il y a des livres dans tous les sens, des très très bons livres. Bon, pas mal en anglais aussi, il y en a beaucoup en français. Bah, d'ailleurs, il y en a plein qui sont traduits en français maintenant de Peter Levine. Oui. Ouais. Donc c'est très facile de trouver des formations aussi, de voir où est-ce que vous vous sentez le plus attiré. Mais c'est vrai que quand on va sur autour de la sexualité et des émotions, bah forcément, il va y avoir des traumas qui ressortent, on ne peut pas faire autrement. Donc c'est vrai que même si c'est pas le plus fun à étudier, enfin moi ça me fascine, mais c'est vrai que pour certaines personnes elles se disent bah j'ai pas besoin d'étudier ça, je veux juste aller dans le sexe, dans l'érotisme, bah ouais mais pour aller là-dedans, tu vas d'abord gratter des couches de trauma. Oui. Il faut savoir ce que tu fais, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai envie de mettre une vigilance sur lire un livre ou vraiment faire une formation. C'est pas la même chose. Et que là, en tant que personne qui va garder le cadre, accompagner tout ça, c'est important de pas juste lire un livre et de vraiment se former. Ouais. Et en fait, moi, j'avais l'impression avant de me former à ça, d'être un peu une apprentie sorcière. Et j'ai eu l'humilité ou l'intégrité. Et puis j'ai été aussi accompagnée autour de moi de proches qui m'ont dit, je pense que là, ça serait vraiment bien que tu continues d'acquérir des compétences en plus. Et moi, je me sens vachement mieux là maintenant. Ça fait beaucoup plus sens. C'est ça. Puis à force de faire toi ton cheminement aussi, puis d'aller creuser dans tes propres trucs. Et c'est ça aussi, je pense qu'il est important, c'est que le guide, il ait fait son chemin. Bien sûr, le chemin n'est pas terminé, jamais, mais qu'il ait fait ce travail-là, qu'il enseigne, en fait. Parce que c'est vrai que même si on peut pas avoir tout vécu, on peut pas avoir vécu tous les traumas de la Terre pour accompagner tous les différents traumas. Mais en fait, le fait d'aller voir dans ces shadows, tu vois, dans ces ombres, et de voir qu'est-ce que ça donne, la réaction du corps et tout ça, ça te permet de comprendre ce qui se passe en face de toi quand tu guides quelqu'un aussi. C'est vrai qu'au tout début, non, j'ai fait pas mal de travail, mais on va dire que j'ai beaucoup plus de compréhension maintenant de femmes qui ont vécu par exemple des relations qu'on peut appeler un peu abusives, etc. Après avoir moi fait le travail là-dedans. Par exemple, moi j'ai eu un avortement, c'est vrai que maintenant je sais ce que c'est une femme. Bon, ça veut pas dire qu'on est obligé d'avoir vécu tout, mais c'est vrai que le fait d'être passé par ça, t'as une autre compréhension quand même de la personne en face. Donc, et même d'accompagner plein de personnes différentes ou de t'entraîner dans ta formation. T'as plein de personnalités différentes façons de gérer
pas de gérer, mais de voir D'accompagner. des traumas aussi qui sortent et de Ouais. comment tu peux accompagner différemment, ouais. Mhm. Donc c'est beaucoup de l'entraînement aussi, finalement. Oui, et c'est pour ça que je trouve que c'est très important de continuer, moi, mon cheminement de participante dans ces espaces-là. Et je passe beaucoup de temps à... Moi, c'est ma formation en parallèle Ouais. de travailler sur moi, de me faire accompagner, d'avoir des... J'ai des cercles d'intervision. Donc, c'est entre personnes qui proposent des espaces de tantra ou qui maçons. Bah, on a des groupes de discussion où on se voit, etc. Donc, et d'ailleurs, je fais partie... là, je vais intégrer Tantra Anima. C'est une association en France qui regroupe des animateurs tantra, donc on dit animateurs maintenant pour on va créer une charte. Il y a déjà la charte qui est en cours, une charte éthique pour avoir quelque chose d'un peu plus cadré pour éviter tout ce genre de choses qui peuvent arriver là de plus en plus. Ouais. Et alors, ce que j'aime bien nommer aussi, c'est pour éviter justement les transferts, les projections des participants sur moi, c'est pouvoir aussi nommer ça, mais de rendre explicite tous ces jeux de pouvoir, ces biais de pouvoir, et dès le début dans les cadres, souvent dans les espaces en présentiel, nommer ça aussi pour ne pas rentrer dans des trucs où il y en a de toute façon, mais au moins le fait de le nommer ralentit un petit peu ou évite des gros problèmes. C'est ça. Bah, merci de le dire parce que avant le podcast, je me suis dit, ça serait bien qu'on parle ça des jeux de pouvoir et tout ça, parce que c'est un fait. Et même moi, je me vois des fois faire, je me vois en conscience faire, par exemple, je fais beaucoup de play party, donc des soirées érotiques, et le guide de la play party, il me plaît pas, physiquement, tout ça. Mais par contre, il y a un truc en moi qui va se réveiller en mode, lui, il est plus que les autres. Ouais. Et toutes les play parties où je vais, c'est très bien encadré. Justement, le gars, il le dit. Et du coup, nous, on n'interagit pas avec vous, etc. Déjà, quand on va à une soirée érotique ou tantrique, le gourou, le guide n'est pas censé interagir avec vous érotiquement et tout ça. Si c'est le cas, déjà, c'est un red flag et c'est pas bon. C'est ça, je suis d'accord. La personne n'est pas censée interagir avec vous. Ou alors, le cadre est explicite et le guide dit, bah voilà, là, c'est pas vraiment un stage ou une retraite, c'est plus un groupe où on va s'amuser ensemble, on va expérimenter ça. Il faut que le cadre soit très clair. L'enseignant ou l'accompagnant, comment tu as dit tout à l'heure, l'animateur. Ouais. Il a un rôle d'animateur, il a rien à faire avec vous, il a pas à vous. Alors, il peut vous toucher et tout ça dans les démos, dans des choses comme ça avec votre consentement, mais pas plus que ça, en fait. Lui, il doit encadrer, ou elle doit encadrer. Et moi, c'est pareil, dans mes retraites, on me dit souvent comment tu fais, etc., pour ne pas être trop émotionnellement impliquée, etc., mais c'est parce qu'en fait, je suis à ma place. Je serais dans le groupe de femmes, je serais en train de chialer et d'être au bout de ma vie, mais comme je suis... T'as une posture responsable. Voilà, il y a vraiment une posture de responsable, ouais. Donc ça, c'est aussi ça reprend. Et donc toi, tu le cadres aussi pour tes stages, et moi aussi, je le fais régulièrement. Et souvent, et ça m'a étonnée parce que moi, je suis un peu naïve dans certains trucs, je suis très très naïve. Et donc moi, j'ai eu des filles au tout début, ça arrive moins maintenant parce que je pose plus le cadre aussi, c'est peut-être ça. Mais j'ai eu des filles au tout début quand j'ai commencé, qui parfois je les avais en suivi individuel et qui parfois elles me ghostaient, c'est-à-dire qu'au bout de 2-3 mois j'avais plus de nouvelles d'elles. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe, elles me répondaient plus aux messages, etc. Et en fait elle me disait Noémie, parce que j'arrivais toujours, j'en ai 2 en tête là, j'arrivais toujours à les avoir après. Noémie, en fait, je me compare à toi et je me sens trop nulle et je vois tes photos sur Instagram trop belles parce que genre je pose des photos, je sais pas moi, face à une cascade à Bali, enfin forcément ça fait super beau quoi. Donc elle dit ah ouais toi t'es trop une déesse et tout et moi je suis une grosse merde presque. Et moi j'étais là. Ok, donc là il y a un truc que j'ai mal posé ou mal fait parce que en effet j'ai peut-être des outils plus que toi, mais elle va avoir plus d'outils que moi dans un autre domaine en fait. Donc bref. Ça veut pas dire que je me dénigre dans mon approche, mais il y avait vraiment cette notion de moi je suis plus haute que toi. Et là, j'étais, ah, mais comment ça? Et en plus, il y en a une, je me rappelle, c'était vraiment 10 ou 15 minutes après. J'étais en train de pleurer toute ma vie sur mon lit parce que mon mec voulait me larguer, parce que j'étais pas assez bien pour lui, etc. Moi, j'étais là, je vais crever. Et 10 minutes après, je reçois ce message-là. J'étais là, mais meuf, tu sais ce qui vient de se passer dans ma vie, là? Ouais. L'importance, du coup, de vraiment, dans notre communication, montrer la lumière, mais aussi l'ombre et les moments d'authenticité comme ça. C'est ça. Et de dire, bah oui, je suis ton enseignante, donc il y a quand même un enseignant-élève qui est là. Un cadre et tout ça, mais je suis humaine autant que toi et je suis pas mieux ou moins. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un truc important à ressentir. Alors après, c'est aussi les gens eux-mêmes qui doivent se dire, bah, cette femme-là en face de moi qui me guide, c'est une femme humaine. Ouais. Et elle est pas, voilà, même si elle a des outils peut-être que je dois apprendre. Mais voilà, c'est vraiment aussi être conscient. Et il y a un autre mot que je cherche, mais je le trouve plus.
self-aware, tu sais, Ouais. d'être logique, quoi, dans la manière de penser. J'ai pas le mot là. D'avoir du discernement. Merci, ouais, discernement, ouais, Ouais. sur ça. C'est ça. Et c'est ça. Moi, je me pose toujours la question de l'ego aussi, des moments où en fin de stage, les personnes vont dire plein d'éloges. Oh, merci, c'était génial, tu fais ça super bien, blablabla. Ben, en fait, j'entends et en même temps, j'ai conscience que c'est pas vraiment moi. Enfin, il y a plein de choses que je fais, que c'est juste, ça vient comme ça, ou bien j'ai travaillé pour, mais j'ai pas besoin de forcément de reconnaissance. J'ai pas besoin d'être validée. Je sais que il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont détester. Ouais. Et en fait, juste si ça résonne avec toi, c'est génial. Et si tu reviens, c'est génial. Si tu reviens pas, c'est génial. Et de vraiment de cultiver ça. C'est aussi dans le tantra, l'espèce de dissolution de l'ego, c'est un peu ça. Mais bon, après, dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours évident. Et on peut pas éviter les transferts, mais c'est pour ça d'ailleurs que c'est moi, par exemple, je prends toujours des assistantes pour faire les démos. Parce que faire une démo avec un participant, bah, il y a un peu ce truc de pouvoir qui est là. C'est vrai aussi, ouais. C'est vrai aussi. C'est vrai que là, je suis en train de réfléchir parce que quand je me suis entendu dire ça pour les démos et tout ça, j'ai dit attends, mais moi, mes démos, comment j'ai fait? Et c'est souvent avec une fille que je connais autre, que je sais où elle en est et tout ça, et qu'on se connaît déjà d'avant, c'est vrai. Ou alors, il faut vraiment que ça soit pas trop engageant. Oui, c'est ça. Il y a des trucs où un massage, je ferais pas une démo avec un participant, mais faire montrer un câlin tantrique, un hug, où juste on se serre dans les bras, voilà, là, c'est sûr que c'est OK. Et je voulais peut-être juste dire que par rapport au massage tantrique, tu parlais du cadre juste avant, c'est que un massage tantrique, par exemple, il n'y a pas de pénétration de la personne qui masse. Souvent, il y a un peu un quiproquo par rapport à ça, mais même moi, je fais pas de toucher interne. Je vais pas faire un massage de la yoni interne. Je suis pas formée à ça. À l'extérieur, oui, mais pas voilà. Et du coup, c'est pas OK si vous voyez qu'en cours de massage, un homme va vous dire, vous proposer d'autres choses qui ont été proposées au cadre initial. Bah là, stop quoi, stop. Et ça, c'est pas normal. Ou une femme d'ailleurs. Ou une femme, bien sûr. C'est vrai que ça arrive, mais c'est moins. Mais ça moins, mais ça, c'est bien de le nommer. Donc après avoir vu tous ces principes un peu de tantra, comment ça marche, comment guider, comment cadrer, donc tout ça c'est dans des cadres de retraite ou des formations, mais dans notre vie au quotidien, comment est-ce que on met ça en place, tous les principes de tantra, que ce soit dans nos relations ou même dans notre business, dans notre famille peut-être? Je dirais que justement, je suis en train de me dire aujourd'hui, ma vie elle va trop vite et j'enseigne du tantra où l'idée c'est de pouvoir ralentir. Donc concrètement, je suis pas un super bon exemple à ce niveau-là. Pour être transparente et en même temps j'arrive déjà par exemple le matin je prends un temps au réveil, j'ai mon petit tapis de yoga, je fais quelques respirations, je prends un temps pour moi avant de démarrer la journée. Donc je pense que déjà ça c'est un peu une influence du tantra. Ça dure une demi-heure, ça me fait beaucoup de bien et sans ça j'ai un peu du mal à démarrer la journée. Ensuite, déjà juste le fait de réussir à vachement être à l'écoute de mon corps et de poser mes limites. En exemple, quelqu'un va me dire ah ben tiens ce soir il y a ce truc là. Ben au lieu d'être au tac au tac un peu en mode ah oui trop bien je veux faire des choses et je veux me sentir aimée ou je veux me sentir connectée aux autres. Ben, je vais prendre le temps de sentir et je vais être très à l'aise de dire non. De dire non et même sans justification. Et j'ai de plus en plus autour de moi des personnes qui pratiquent aussi tout ça et qui vont me dire ah ben super ok cool prends soin de toi enfin peu importe. Oui c'est ça, sans le prendre mal ou personnellement. Oui c'est ça, et ça je vois bien que c'est très précieux et en même temps je veux pas non plus créer un univers ou un entre-soi que des personnes comme ça, et je vois bien que même dans mes relations de gens qui sont pas forcément dans le tantra eh ben ça se diffuse, ça se déploie et donc ça c'est super beau. Donc la nature des relations aussi que j'ai, les discussions que j'ai, c'est hyper enfin j'ai une qualité d'entourage aujourd'hui que j'aurais jamais imaginé il y a quelques années plus tôt. Je me sens vraiment privilégiée. Et en même temps, je sais que c'est moi qui ai fait une sorte de choix, de tri, entre guillemets. Il y a des relations qui parfois restent parce que ça a toujours été comme ça, mais qu'au final, les chemins se séparent ou se rencontrent plus. Et ça demande de faire des deuils, parfois. Donc ça fait aussi partie du chemin pour moi. Et dans les relations amoureuses, ça a aussi été incroyable, le changement de qualité, de communication, d'écoute de moi-même et de fidélité à moi-même. Donc
J'ai pu beaucoup être dans quelque chose de je veux correspondre à l'autre pour être aimé. J'ai beaucoup d'idéaux de relations, de romantisme, etc. Et comment, vraiment, si j'enlève tous ces conditionnements, bon, c'est impossible de tout enlever, mais comment moi j'ai envie de vraiment relationner. Et aujourd'hui, je suis dans c'est mon choix personnel à moi. Je suis plutôt dans des relations libre ou polyamoureuse, mais c'est aujourd'hui et je sais que ça peut y changer demain et je me fixe pas une étiquette là-dedans et je peux même être très précise que je suis solo poly, donc ça veut dire que je suis je suis moi en couple avec moi-même et en plus de ça, j'ai plusieurs partenaires que je vois des degrés différents et tout le monde est consentant avec ça. Et je viens de faire une retraite sur le polyamour qui était géniale où j'ai appris plein d'outils relationnels qui finalement se complètent par rapport à ce que j'ai déjà et qui sont pas que pour les relations polyamoureuses finalement. Ouais, donc tout ça c'est une qualité de relation, une qualité d'être, une qualité de présence à mon corps, de savourer beaucoup, savourer chaque instant, chaque truc très simple, oser prendre les gens dans mes bras, dans les bras. Voilà, moi je pourrais encore de nouveau en parler très longtemps. Comment, imaginons, comment est-ce que tu ferais la différence entre si tu vivais ces relations polyamoureuses maintenant sans avoir fait ce cheminement, on va dire avec le tantra, mais c'est tellement large, avec cette conscience de communication, de taux de présence et tout ça, cette dévotion à toi aussi, cette connaissance de toi. Est-ce que tu penses que comment tu penses que ça se passerait si... oui. J'ai bien des idées. J'ai bien des idées. Déjà, je me couperais de moi-même. J'aurais peur de vraiment être, moi. Et j'étais comme ça aussi un peu avant de pas oser dire vraiment par exemple les désirs que j'ai, les élans que j'ai et de vraiment me faire toute petite et correspondre à l'autre. Donc ça c'était un peu ma manière de fonctionner. Et alors d'un coup pouf ça pétait et j'explosais, genre crise existentielle. En fait je suis comme ça et voilà. Qu'aujourd'hui je sens qu'il y a beaucoup plus de stabilité. Et j'ai beaucoup de retours des personnes qui me disent mais c'est génial ta transparence, etc. Donc le côté transparence est précieux. Et ouais, avant c'était un petit peu plus brut de décoffrage. Je savais pas en fait, je pataugeais, j'avais pas les outils. Tu savais pas ce que tu faisais en fait. Tu faisais au mieux avec les émotions qui montaient sans être consciente de ce qui se passait en toi, quoi. C'est ça. Et donc là maintenant je sais si je sens de la colère, je sais quoi faire, j'ai des outils pour ça. Si je sens de la tristesse, plutôt que de la cacher, je vais la vivre pleinement. Aujourd'hui, les conflits sont des opportunités de lien. Avant, c'était des opportunités de me couper, de me dissocier. Voilà. C'est vrai que le tantra, c'est pas mal. On en a parlé un petit peu, c'est vrai, mais au niveau de la gestion, pas la gestion, j'aime pas ce mot, mais la compréhension émotionnelle et la maîtrise presque émotionnelle, dans le sens maîtrise, pas maîtriser, mais maîtrise, tu masterises quoi, tes émotions. Et c'est vrai que en tantra, il y a beaucoup cette approche-là émotionnelle, la colère, la rage. On appelle ça même la rage sacrée, la colère sacrée, la tristesse, toutes ces émotions humaines. Parce qu'il peut y avoir beaucoup ça, l'aspect, maintenant je suis que amour et joie et lumière. C'est ça, Et rejeter cette partie-là de soi ou des autres de colère, etc. Alors qu'en fait, quand on est totalement quasi aussi à l'aise avec sa colère qu'avec sa joie, mais en fait, ça te permet vraiment de pouvoir être transparente, authentique et consciente de tes relations, de pouvoir vraiment poser tes besoins. Parce que je pense que si on n'est pas connecté aussi à ces parties plus noires et négatives de nos émotions, je pense qu'on n'est pas complet et du coup on est un peu dissocié. Enfin, c'est mon avis, mais on est un peu dissocié et c'est très difficile d'être totalement vrai, 100% présent avec les gens parce que quand par exemple quelqu'un en face de toi va être dans la colère ou la tristesse, c'est comme si on n'a pas la compréhension de ce qui se passe en cette personne et du coup on peut pas être présente avec cette personne. On est dissocié de nous-mêmes pour pouvoir être avec cette personne. Oui, c'est ça. Et c'est ça, c'est tout le travail de la conscience, de la conscience de soi, de l'autre, de la relation. Et c'est ça, tout à fait. Et d'ailleurs, la colère, c'est un sujet que moi, ça me passionne, la colère saine, pouvoir l'exprimer et pouvoir la détabouiser aussi. Et je trouve ça merveilleux parce que moi, j'étais très, très mal à l'aise avec la violence. Et je me mélangeais colère et violence. Et aujourd'hui que j'ai des outils où je libère ma colère avec ma coloc, là, on a fait l'autre jour, on a mis du métal à fond, on a pris des coussins, on a tapé. C'est ça. Et je le partage en story pour montrer qu'en fait, c'est tout à fait OK de faire ça. En fait, c'est extraordinaire et j'adore pouvoir être une figure d'inspiration à cet endroit-là. La colère, c'est sain, on a besoin de l'exprimer et ce n'est pas, c'est pas dangereux. Mais ça s'apprivoise et on n'a pas les outils de nouveau. Donc c'est ça. Parce qu'on a l'exemple de quand les autres sont en colère, ils sont violents envers nous souvent. Donc en fait, colère égale violence, c'est vrai. Je suis comme toi, j'ai mis 7 ans
5 ans, mais 7 ans avant d'être à l'aise. Mais 5 ans, je me rappelle quand j'allais dans les stages de tantra, tu sais, où il fallait allez, exprime ta colère maintenant, crie. Moi, j'étais là. Non. Je suis pas en colère, moi, j'ai rien. Ça se voit bien, rien du tout. Ouais. Genre, j'ai rien. Puis les gens écrivent, c'est n'importe quoi. Ouais. Et je jugeais beaucoup ça. Et après, en fait, quand j'ai compris que j'avais peur de la colère, parce que moi, colère égale violence, comme tu l'as dit. Danger. Et émotions négatives. En fait, et là, je ressors d'un stage de tantra encore une fois, il y a 2 semaines, et j'étais là en train de défoncer le coussin et de gueuler. J'étais là, mais c'est génial! Et il y avait du métal aussi. Ouais. Et c'est trop bien, et je suis trop à l'aise. Et à chaque fois, j'étais pressée de pouvoir faire encore un atelier. Quand est-ce qu'on crie encore? Parce que mon corps est content en mode, quand est-ce qu'on crie? Tu vois ce que je viens de faire? J'ai même pas réfléchi à ce que je viens de faire. Quand est-ce qu'on crie encore? Parce que peut-être que je peux pas crier dans telle situation, en effet, où telle personne me met en colère, mais c'est pas forcément sa faute, donc elle a pas à me voir hurler dessus, j'ai pas à projeter sur cette personne. Mais par contre, d'avoir mes espaces où je déglingue un truc, et c'est bon, et je sens ma puissance, parce que souvent les femmes aussi qui sont très victimes et tout ça, on se sent pas puissante. Et le fait d'avoir la colère qui porte, mais sans que ce soit vers quelqu'un, mais juste, ok, je te laisse circuler, déesse colère. Donc, ça peut aider, ça aussi, certaines personnes, quand elles comprennent pas, disent, bah non, là, je suis pas en colère, je peux pas exprimer, bah ok, channel, ou comment dire en français, canalise l'énergie de la déesse colère, ou la déesse tristesse, parce que si on te dit connecte à ton féminin sacré ou à ta femme sage, c'est très facile ça. Mais c'est pareil avec la colère et la tristesse, par exemple, si tu as besoin d'aide pour juste voir où c'est. C'est ça. Et vu qu'on n'a pas l'habitude de pouvoir le faire, ça me venait aussi souvent de ouais, ben là je ressens pas de colère, voilà. Mais pouvoir avoir un espace où on te dit ok, nous on tient le cadre et tu peux y aller, et puis sentir que le groupe autour de soi aussi se permet ça, ça permet d'ouvrir. Le corps il enregistre. Ah ok, c'est une nouvelle porte, un nouvel espace. Je le connais et la prochaine fois que je ressentirai vraiment de la colère, ben j'aurai l'accès. Et donc parfois il y a un petit truc de ok, allez, je vais un peu creuser, ou comme tu dis, je canalise l'énergie un peu quali, un peu tranchante là. Ouais, c'est génial. Et j'étais aussi comme toi frisée au début quand on disait ça. Je regardais les gens en disant mais qu'est-ce qu'ils font. Et puis aujourd'hui, je sens vraiment le bénéfice que c'est quoi. Ouais, trop bien. Et du coup, dans tes relations, peut-être qu'il y a moins de conflits, alors c'est pas qu'il y en a pas, mais ils sont différents. Ouais, c'est des conflits constructifs. Voilà. C'est des rencontres, des espaces de ah ouais, ok, tu penses pas comme moi, d'accord, mais tu penses comment? Et oui, après c'est pas parfait. Et de toute façon, dans le tantra, il y a vraiment ce truc il y a pas de noir ou de blanc, de bien ou de mal, mais c'est de la matière, pour se rencontrer et aller voir l'intérieur. Et une phrase que j'aime beaucoup d'une de mes enseignantes, c'est on n'apprend pas à changer, on apprend à se connaître. Et donc ça, c'est tout le cheminement. Et donc et pouvoir faire par exemple du play fight aussi en relation, ça c'est super précieux. Bon, je vais pas en parler là maintenant, mais ça, tu vois, ça me perturbe encore, le play fight. Tu vois, je suis pas à l'aise avec ça. Par exemple, juste faire une définition de ça pour les gens. Oui, le play fight c'est comme de la bagarre consciente, comme des petits chats qui se bagarrent. On se fait pas mal. Le but c'est pas de gagner, le but c'est d'être en lien. Et justement avec ce côté un peu animal, la règle ça peut être de juste avoir les épaules 3 secondes au sol. Et c'est pas une question de force non plus, ça peut être de la stratégie. Et moi j'en ai amené quelques fois dans mes stages de tantra. Il y avait quelqu'un qui venait animer 3 heures de play fight. Il y a des fois où ça a amené beaucoup d'empuissancement. Et la dernière fois, je pense, ça a été challengeant pour des personnes, parce que ça a réveillé cette question de la colère et de la peur de la violence, etc. Et donc c'est très intéressant d'aller voir ça. Mais c'est des espaces qui, pour moi, sont aussi essentiels que le tantra. Pour revenir sur le sujet des relations amoureuses en tout cas, et le fait que moi je suis dans une phase un peu polyamoureuse, je voulais juste préciser que c'est pas en lien avec le tantra ne veut pas dire polyamour. Moi mes enseignants principaux, c'est un couple, ça fait des années qu'ils sont ensemble et il n'y a pas d'ouverture, etc. Donc c'est 2 choses à part. Et voilà, c'est très personnel ce que je vis moi. Et toi, comment tu vis le tantra dans tes relations? Bah, c'est vrai que tantra est quand même catégorisé un peu polyamour, même si on le souhaite pas. Mais je pense que c'est aussi un cheminement, parce que moi, c'est pareil, quand j'ai découvert le tantra, j'étais en relation monogame pendant 5 ans, et j'ai découvert le tantra, je me suis dit, waouh, mais en fait, les relations polyamoureuses, c'est trop ça, j'ai tout compris, c'est ça que je veux, etc. Et j'ai expérimenté ça, et c'était vraiment génial, et ça m'a permis vraiment j'avais 2-3 partenaires en même temps, dont un principal. Et ça m'a permis tellement de me découvrir, de me découvrir autrement. Et j'ai remarqué que à travers les relations polies, ce que je cherchais, c'était pas forcément avoir plein de mecs différents, mais de me découvrir moi dans plein de personnalités différentes que je pouvais pas
découvrir en relation monogame, par exemple, ou que je ne m'autorisais pas, ou en tout cas, ce n'est pas arrivé. Ouais. Et du coup, de me découvrir moi de plein de facettes différentes, de voir qu'en fait, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, je peux être aussi comme ci, j'ai aussi ces capacités-là de compréhension, de compassion, de communication. Vraiment, le polyamour et la communication consciente, tout ça, ça m'a vraiment aidé à me rencontrer encore plus à travers les autres, de voir comment est-ce que je peux gérer un conflit ou de la jalousie. Ou moi, je suis quelqu'un de... Alors, je suis pas jalouse dans le sens, je veux ce que cette fille a là, mais j'ai quand même des fois en moi peu confiance en moi, où ça peut être très facile de me dire, oh non, je suis moins bien qu'eux. Je veux pas forcément ce qu'une autre a, mais elle a l'air toujours mieux que moi, celle-là. Et j'ai ce truc-là que je guéris, ça fait un moment, hein, ça s'améliore, mais je peux avoir ça des fois. Et du coup, dans les relations polies, où est-ce que je peux me voir faire, aller chercher la merde, en gros, mais il y a pas à faire ça. Et du coup, c'était vraiment un lieu de développement personnel. Et après ces relations polyamoureuses, je me suis remis en couple monogame. Mais voilà, ça avait rien à voir du coup avec ma première relation monogame d'avant. C'était très conscient, etc. Mais la personne avec qui j'étais n'avait jamais expérimenté le polyamour et était intéressée par ça. Ouais. Et moi, plus maintenant. J'étais vraiment, ok, j'ai expérimenté la monogamie non consciente. J'ai expérimenté le polyamour conscient. J'ai expérimenté, j'améliore parce que c'est jamais parfait, la monogamie consciente. Et je me dis, ouais, en fait, moi, pour l'instant, en tout cas, c'est ça que je veux. Alors là, maintenant, je suis en célibat conscient. Vraiment, je me dis, j'ai besoin d'un an ou deux célibat conscient et c'est trop bien. Ça me fait énormément de bien. Mais c'est vrai que tout ça, ces expériences-là m'ont permis de voir vraiment ce que je veux. Avant, j'étais en relation monogame mais qui me convenait pas. Donc, je me projetais jamais à être maman, par exemple. Je me dis, ça, c'est pas le genre de relation dans lequel mon corps peut s'épanouir. Et à force de me connaître à travers le tantra et tout ça, en fait, oui, j'ai envie d'être maman, je veux aussi tel type de partenaire, etc. Je suis plus consciente de mes besoins pour me sentir bien, etc. Chose que j'aurais jamais pu découvrir sans les techniques et les pratiques ou les types de rituels qu'on peut faire avec l'approche tantrique, taoïste, énergétique, etc. Donc, ouais. On disait ça. Alors, je sais pas si on l'a dit dans le podcast où on en parlait en dehors, mais on disait, je vois pas comment vivre des relations conscientes sans les outils un peu tantriques aujourd'hui. Ouais, je l'ai dit. Ouais, effectivement. Ouais. Ça s'imbrique bien dans nos besoins aujourd'hui, quoi. Et je voulais dire que les couples dans mes espaces, je vois ça comme quelque chose de très sacré, très précieux. Et c'est pas des espaces d'échangisme où tout chacun va faire des trucs avec tout le monde. Moi, je dis dès le début, vous faites un cadre entre vous. Vous pouvez tout faire ensemble si vous voulez. Vous pouvez tout ne pas faire ensemble. Ça dépend de votre intention, pourquoi est-ce que vous venez à deux dans cet espace. Et à tout moment, je suis là pour vous aider, pour sentir qu'est-ce qui est juste ou pas de vivre, quoi. Le couple est sacré. C'est ça, c'est très puissant. Et de faire aussi ce cheminement à deux, parfois, ça n'a rien à voir que de le faire tout seul. Oui. Les stages tantra couple et stages tantra en solo, c'est vraiment rien à voir. Donc, ouais. C'est très intéressant. Oui, et ça peut être aussi de vivre l'expérience d'abord seul, et puis après d'aller ensemble faire un stage. Ça, moi, je conseille ça. D'abord le faire pour soi, quoi. Et puis après, ouais. Donc toi, tu fais les deux, des stages solo et des stages couple, c'est ça? Je fais pas de stage couple, j'en ai pas encore fait. Mais je fais des séances couple. Des séances où les gens qui ont envie de découvrir le tantra, mais qui n'ont pas forcément envie d'aller dans un stage, peuvent faire une séance de 3 heures avec moi pour découvrir. Et puis, ça peut être un accompagnement après de d'autres séances, quoi. Mais ouais. Donc voilà, si vous voulez retrouver Charlotte, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs en France, vous pouvez. Et avec tes réseaux aussi, on va tout mettre en dessous de la vidéo. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Noémie, pour l'invitation. Oui.